Donc je vous ai, ça va se dérouler en deux parties. Il y a la présentation d'abord sur quelques actualités sur la pathologie, et puis après je vais essayer de vous décliner un tout petit peu le contenu des 9 projets qui nous ont semblé intéressants. En sachant que cette première partie, d'abord je voulais remercier le professeur Jean-Philippe Cam de Sanché puisqu'il m'a prêté ses diapositives, et vous allez voir, c'est un petit peu éclectique et il n'y a pas forcément, je veux dire, un lien, mais on est là aussi pour reparler des choses. Alors, sur le plan épidémio, on pourra en rediscuter si vous êtes intéressé. Bon, évidemment, l'impression première, mais souvent qu'on n'est pas atteint par une pathologie, évidemment, on a l'impression que on ne connaît pas la pathologie. Le jour où on est atteint, on a l'impression qu'on est un peu tout seul, et puis après on se rend compte qu'il y a un certain nombre de gens qui sont atteints. Il n'en reste pas moins que pour répondre à la question d'un des futurs membres du CA, que pour pouvoir répondre à la question sur le nombre de cas, il faut avoir un registre. Il faut avoir un registre de population sur la pathologie. Ce qu'on a commencé à faire, nous, dans notre région, au niveau du Limousin, et qu'on a étendu au niveau de la région Languedoc-Roussillon et de la région de Grenoble. Et on a un contrat aussi pour pouvoir l'étendre à l'Île-de-France, puisqu'on va avoir un partenariat avec l'Institut du cerveau et de la moelle pour pouvoir mettre en place un registre également en Île-de-France qui permettra d'avoir une estimation qui soit le plus fiable possible sur le nombre de nouveaux cas et le nombre de patients atteints de la pathologie. Ce qui est clair, c'est que quand on regarde les différents registres au niveau européen et mondiaux, l'incidence, elle est à peu près uniforme dans le monde, et on peut considérer que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants et par an, c'est à peu près 2,5 à 3 pour 100 000 habitants et par an. En ce qui concerne donc l'épidémio, c'est l'étude évidemment de l'épidémiologie descriptive, mais c'est aussi l'étude des facteurs pronostiques, c'est l'étude et la recherche des facteurs de risque. Et ça fait à peu près 60 ans qu'on essaye de rechercher des facteurs de risque. Il semble que, en tous les cas, il y a un lien très fort entre l'état nutritionnel et la pathologie. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une prédisposition à la maladie en dehors de la prédisposition génétique? Et il y a une cohorte américaine qui s'est intéressée à ce problème pour savoir si l'état, en tous les cas, de l'index de masse corporelle était prédictif du risque de développer la maladie. Bien sûr, c'est standardisé sur un certain nombre d'autres facteurs comme le tabagisme et le niveau socio-économique. Si on regarde ces deux schémas, on voit que plus on a un index de masse corporelle qui est faible, et plus le risque est augmenté, ce qui est vrai aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec une courbe qui est un peu différente chez les femmes, qui est plus curvilinéaire, comme s'il y avait un risque qui tendait à remonter quand on dépassait un certain seuil de surpoids. En ce qui concerne ce risque par rapport à l'index de masse corporelle, il semble que quand on a un index donc qui est faible, on augmente le risque de maladie. La question, c'est est-ce qu'il y a un phénotype clinique, et ça on s'en rend compte nous en pratique clinique, mais tous les patients ne sont pas forcément avec des index de masse corporelle autour de 20-21. Enfin bon, il semble qu'en tous les cas, pour une fois, le surpoids ne soit pas un facteur délétère, en tous les cas pour cette pathologie, et que c'est plutôt un effet positif, que ça soit le surpoids ou l'obésité. Et on peut considérer qu'à plus de 5 points d'index de masse corporelle, on diminue le risque de développer la maladie d'un quart.
En ce qui concerne, bon, c'est un peu, on saute du coq à l'âne, mais ça, c'est une étude donc de l'équipe de Paris avec Philippe Corsia, qui a étudié, et ça, c'était mis en évidence. Vous savez que dans la pathologie, il y a l'implication du stress-oxydant. Et il a été mis en évidence des anomalies du métabolisme du fer avec des surcharges qui pourraient augmenter le stress oxydant. Et il est montré que qu'on fait le dosage dans le sérum d'une protéine qu'on appelle la ferritine, et bien en fonction de ce taux de ferritine dans le plasma, eh bien, on a un effet qui est corrélé de façon significative à la survie. Alors, il y a des travaux, et David De Vos d'ailleurs, enfin l'équipe de Lille travaille aussi sur ce sujet. Qu'en est-il par rapport, en tous les cas, à l'activité physique, pratique du sport et risque de développer la maladie? Il n'y a pas encore de résultats qui peuvent vous être présentés, mais nous on a participé à une étude européenne et ça vous sera présenté probablement l'année prochaine. En tous les cas, ce que les auteurs ont essayé de regarder, c'est sur la ligue de football professionnel entre 1960 et 2007. Et ils ont regardé, ils ont suivi ces patients, ils ont regardé combien il y avait de joueurs qui développaient une maladie neurodégénérative au sens large, en sachant que ça inclut la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique. Quand on regarde ces chiffres, on voit que par rapport à la population générale, il développe 3 fois plus de maladies dégénératives. Et si on prend la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique, c'est multiplié par 4, en sachant que on retrouve pas de lien en tous les cas avec la maladie de Parkinson, et que c'était aussi lié en fonction de ce qu'ils appellent la position, catégorie positionnelle. Je pense que c'est la place dans l'équipe, c'est ce que c'est des milieux de terrain, c'est plutôt des gens qui courent beaucoup, et que les gardiens de but, a priori, sont plutôt moins exposés. Par rapport au diagnostic, on pourrait dire la maladie, on sait la diagnostiquer, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué quand on a l'habitude. Le problème, c'est en fin de compte l'accès à la consultation neurologique. Et on a encore un certain nombre de délais qu'on pense plus ou moins compressibles entre les premiers symptômes ressentis par le patient et le moment où le médecin généraliste va adresser le patient à un avis neurologique. Il n'en reste pas moins que même dans un certain nombre de cas, le diagnostic peut être un peu plus compliqué parce qu'on est devant des formes qui ne sont pas heureusement généralisées, et on recherche des moyens qui nous permettraient d'affiner et de porter un diagnostic plus précoce. Alors il y a des techniques électrophysiologiques, il y a des techniques également d'IRM, et il a été étudié dans ce papier comment on peut mettre en évidence l'atteinte de ce qu'on appelle le premier motoneurone, c'est-à-dire c'est le motoneurone qui part du cortex moteur et qui va faire synapse, c'est-à-dire qui va s'articuler avec le deuxième motoneurone qui est lui localisé dans la moelle. Et on sait que dans la maladie, il y a une atteinte conjointe des deux motoneurones qui vont dégénérer, pas forcément d'ailleurs à la même vitesse. Et sur le plan clinique et électrique, c'est assez facile de mettre en évidence une atteinte du motoneurone périphérique. Sur le plan clinique, l'atteinte du neurone moteur central du premier motoneurone
peut parfois être évidente, d'autres fois c'est moins évident. Et sur le plan électrique, on est quand même gêné parce qu'on ne l'enregistre pas. Donc on peut utiliser des techniques électrophysiologiques, alors soit par triple stimulation, soit par des IRM avec des études du tenseur de diffusion. Et ça a été fait chez 14 patients, comparé à 30 contrôles. Et on voit que ces explorations peuvent être intéressantes, en tous les cas pour confirmer une atteinte du premier motoneurone. On ne va pas rentrer dans le détail. Il en est de même, et ça, Charcot l'avait dit, que en fin de compte, c'est pas qu'une maladie motrice. Bon, alors on sait que maintenant il y a un certain nombre d'autres systèmes qui sont également impliqués dans la maladie. On sait que la maladie reste pas simplement focalisée au niveau que de la voie motrice. Et Charcot avait dit qu'il y a des signes sensitifs qui peuvent être présents dans la maladie. Et là, l'équipe de la Salpêtrière a étudié par des techniques IRM un petit peu particulières pour rechercher des corrélats au niveau de l'atrophie, au niveau du cordon médulaire. Et ils ont mis en évidence que d'une part, on retrouvait des anomalies de ce faisceau cortico-spinal, c'est-à-dire c'est le premier motoneurone qui part du cortex moteur et qui va faire synapse au niveau de la corne antérieure de la moelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve également des anomalies dans les cordons postérieurs. Donc, même si cliniquement on n'a pas forcément des signes sensitifs patents, en tous les cas, on peut les enregistrer sur le plan à la fois en faisant des techniques IRM qui évidemment sont des techniques plutôt de recherche et qui n'ont pas d'intérêt, en pratique clinique de tous les jours.